la journée des initiatives de solidarité internationale innovantes face au changement climatique et qui vont vous inspirer. Nous verrons aussi comment sur ces questions il y a un vrai lien entre développement local et action internationale. Ce n'est pas nous ici, eux là-bas, c'est tous ensemble. On va entrer dans le vif du sujet tout de suite en se téléportant dans le temps, en 2030. 2030, ça paraît loin, mais c'est demain. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui 8 août 2030, 21e jour consécutif de canicule. La situation reste bloquée sur le pays en raison d'un anticyclone toujours centré sur la France qui nous apporte cet air brûlant et ce soleil de plomb. Les températures vont même continuer à grimper ce jeudi pour atteindre des niveaux jamais observés. Météo France déclenche d'ailleurs le niveau 2 de la vigilance rouge après 15 jours en niveau 1. C'est une première depuis l'instauration de cette échelle après les chaleurs extrêmes de 2026. En effet, les records de température, toujours détenus par l'été 2026, justement, seront certainement battus dans l'après-midi. Le mercure pourrait localement dépasser pour la première fois la barre des 50 degrés, notamment dans la plaine alsacienne et localement en Saône-et-Loire. Alors un œil tout d'abord sur la carte d'aujourd'hui. Dès ce matin, un grand soleil va s'installer sur une bonne partie du pays. Quelques passages nuageux seulement dans l'ouest, dans le nord et sur les côtes de l'Aquitaine. Dans l'après-midi, peu d'évolution. Attention tout de même aux orages qui se développeront sur les Pyrénées, près des Alpes ou encore sur les reliefs du Massif central. Côté température, comme annoncé, la chaleur va être suffocante. Rappelons que la nuit dernière a été extrêmement chaude, particulièrement en ville. 30 degrés ont notamment été enregistrés à Lyon au plus frais de la nuit. Ce jeudi, le mercure va atteindre dans de nombreuses villes de France des valeurs jamais mesurées. Ce matin, jusqu'à 28 degrés du côté de Paris et 30 à Nice. L'après-midi, des valeurs écrasantes. On passera la barre des 40 degrés dans une bonne partie du pays, d'une trentaine de degrés sur la Bretagne à 48 degrés prévus dans l'Est, et donc plus de 50 degrés possibles dans la plaine alsacienne et même en Bourgogne, 35 degrés vers la Manche, et puis 30 à 36 degrés sur les Pyrénées ou sur les Alpes. Cette canicule a aggravé la situation historique de sécheresse qui sévit sur la France depuis quelques semaines. Il est demandé de déclencher votre économiseur d'eau, obligatoire depuis 2026, lorsque vous prenez une douche. 43% des nappes souterraines du territoire se trouvent à un niveau très bas selon le service géologique national. Des incendies font rage également depuis quelques jours dans le sud de la France. Les accès à certains massifs ont été fermés à partir d'hier. Enfin, en raison du passage au niveau 2 de la vigilance rouge, rappelons que vous devez utiliser un véhicule solaire pour vous déplacer dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants. Météo France prévoit l'arrivée d'une dégradation pluvio-orageuse active par l'ouest d'ici quelques jours. Elle apporterait de l'air beaucoup moins chaud et permettrait de faire chuter les températures. Plus de précisions autour de cette canicule dans notre prochain flash météo à 16h. Voilà, près de 50 degrés en Bourgogne, ceci n'est pas une fiction. Cette vidéo réalisée par Météo France est fondée sur des recherches et des faits scientifiques et c'est ce qui nous attend si on ne change pas de comportement face au changement climatique. Il est urgent d'agir. Et je suis particulièrement ravie d'être parmi vous aujourd'hui car outre ma casquette de journaliste, je suis également administratrice d'Action contre la faim et j'en profite pour saluer notre délégation de Côte d'Or qui est très mobilisée et a fait un très beau travail pendant Festisol. Action contre la faim intervient dans 47 pays auprès de 15 millions de bénéficiaires et de plus en plus nous constatons les effets du changement climatique sur l'insécurité alimentaire. Par exemple, nous intervenons dans la région du lac Tchad, donc le lac Tchad entre le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, dont je suis originaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le lac Tchad, en 40 ans, a perdu près de 90% de sa surface. Et fatalement, la raréfaction des ressources attise les conflits. Et c'est une région notamment où sévit l'organisation terroriste islamiste Boko Haram. Et je me souviens de cette phrase d'un chef de village qui m'avait vraiment marqué.
si l'on nous rend nos poissons, nos hommes rendront les armes. Donc c'est vraiment une illustration parmi tant d'autres du changement climatique, mais aussi de l'interdépendance. Hein, ce qui se passe là-bas a des répercussions chez nous, d'où l'importance de la coopération internationale. Nous sommes vraiment tous dans le même bateau. Et nous pouvons tous nous mobiliser ici, dans les territoires. On va le voir tout au long de cette journée, articulée autour de 2 tables rondes. Donc ce matin, repenser la coopération et la solidarité internationale pour faire face aux défis des changements climatiques. Et cet après-midi, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, une dynamique plus que jamais nécessaire pour faire évoluer les consciences et les comportements. Mais pour commencer, nous allons accueillir notre grand témoin de ces assises, François Gemène. Je le remercie d'être là parce que il est très sollicité, il faut un GPS pour le suivre. François Gemène est chercheur, professeur à Sciences Po et expert du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un groupe qui tire la sonnette d'alarme depuis très longtemps déjà, nous alerte sur hausse des températures de plus en plus fortes, de l'ordre de 3 à 7 degrés pour le siècle à venir. Donc, les travaux de François Gemène portent notamment sur les déplacés climatiques. Et son dernier livre, Atlas de l'Anthropocène, aux presses de Sciences Po, illustre les dégradations subies par la planète et la nécessité d'une approche globale liant étroitement loi physique et implications sociales. Merci de l'accueillir. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Je suis né en 1980. Cette année-là, dans l'atmosphère, le taux de concentration des gaz à effet de serre atteignait 339 parties par million, ou ppm. Pendant plusieurs dizaines de milliers d'années avant ma naissance, ce taux de concentration était resté relativement stable à 280 parties par million. Cette année, en 2019, la barre des 415 parties par million a été franchie. Et ce qui caractérise notre époque véritablement, c'est cela. C'est cette grande accélération des choses. Au cours du siècle dernier, la température moyenne sur Terre a augmenté d'1,1 degré. Et on s'attend à ce que d'ici 2050, elle augmente encore d'environ 1,5 degré. Et entre 2050 et la fin du siècle, il est vraisemblable qu'elle augmentera encore d'environ 2 degrés pour atteindre finalement une différence comprise entre 3,5 degrés et 4 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire par rapport au début du XVIIIe siècle. Ce qui frappe véritablement, c'est cette accélération des choses, qui porte désormais un nom, puisque les géologues estiment que l'on est désormais sorti de la grande période géologique dans laquelle nous étions jusqu'ici, l'Holocène, pour entrer dans une nouvelle période, l'Anthropocène, c'est-à-dire l'âge des humains. Et ce qui caractérise cette nouvelle période, cet Anthropocène, c'est le fait que les premières forces de transformation de la Terre, désormais, ce sont les hommes et les femmes qui l'habitent. Nous sommes désormais plus puissants dans notre capacité à transformer la Terre que les forces sismiques et telluriques. Mais la réalité, c'est que
si l'on dit que les humains sont les principales forces de transformation de la planète, on oublie volontiers que la plupart de ces humains ne sont pas des forces de transformation, mais bien davantage victimes de ces transformations plutôt qu'acteurs de ces transformations. Ce sur quoi je voudrais insister beaucoup ce matin, c'est sur ce que représente ce changement d'époque géologique, ce que représente cette accélération. On parle beaucoup de crise climatique ou d'état d'urgence climatique. Je pense que ces termes sont à rejeter parce qu'ils sont trompeurs. Quand on parle d'une crise, on parle d'un état temporaire, d'un état éphémère, comme s'il y avait la possibilité d'un retour à la normale. Quand il y a une crise politique, par exemple, quand un pays se trouve sans gouvernement, ou lorsqu'il y a une crise dans la majorité d'un gouvernement, la sortie de la crise, c'est toujours le retour à une situation stabilisée avec un gouvernement stable et démocratique. En matière de climat, ce n'est pas une crise que nous traversons. Ces changements que nous avons causés, cette hausse de température de 1,1 degré, cette accélération de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce sont des changements irréversibles. Il n'y aura pas de retour en arrière. Nous ne retrouverons pas la Terre d'avant, nous ne retrouverons pas la Terre de l'Holocène. Et donc en réalité, nous devons apprendre à vivre avec le fait que nous sommes au milieu d'une transformation accélérée et que ce que nous trouvons face à nous, c'est une nouvelle terre qu'il faut apprendre à gouverner. La grande question qui se pose évidemment, c'est de savoir comment gouverner cette nouvelle terre. Une terre où il fera plus chaud. Une terre où la hausse du niveau des mers va redessiner littéralement les contours des cartes géographiques, puisqu'une conséquence immédiate de la hausse des températures, c'est la hausse du niveau des mers qui est provoquée à la fois par l'expansion thermique des océans. Lorsque l'eau des océans se réchauffe, elle occupe davantage d'espace, mais aussi par la fonte des glaciers de montagne et des calottes polaires arctiques et antarctiques. En d'autres termes, la fonte de la glace qui se trouvait sur Terre et qui, en fondant, se déverse dans la mer. Dans le scénario le plus optimiste, si nous respections les objectifs de l'accord de Paris, ce dont nous sommes encore très loin aujourd'hui, cette hausse du niveau des mers atteindrait 1 mètre en moyenne. Ça n'a l'air de rien, mais c'est considérable. Sur des côtes basses, le rapport entre l'élévation du niveau de la mer et le recul du trait de côte est de 1 à 100. Ce qui veut dire que pour chaque centimètre de hausse du niveau de la mer, la plage recule d'1 mètre. C'est ainsi, par exemple, qu'au Vietnam, une élévation du niveau de la mer d'1 mètre représenterait une perte de 25 000 km² de territoire, c'est-à-dire à peu près 10% du territoire du Vietnam. Et dans un scénario plus pessimiste, c'est-à-dire si nous suivons la trajectoire sur laquelle nous sommes aujourd'hui, à ce moment-là, on peut s'attendre à une hausse du niveau des mers comprise entre 2 mètres et 2 mètres et demi d'ici 2100. On peut aussi, dans cette perspective pessimiste, et c'est sans doute un des grands curseurs qui basculerait, on peut s'attendre à ce que plusieurs zones du monde deviennent inhabitables.
Aujourd'hui, l'être humain habite à peu près partout à la surface du globe, et il y a peu d'endroits où l'état sauvage subsiste. Partout où la nature est devenue environnement, elle a été domestiquée, cartographiée, balisée. Si la hausse de température atteint 3,5 degrés ou 4 degrés en moyenne d'ici 2100, plusieurs zones du monde deviendront inhabitables, soit parce qu'il y fera trop chaud, soit parce qu'elles seront inondées en permanence, soit parce qu'il sera impossible d'y cultiver quoi que ce soit. Et de plus en plus d'ailleurs, des gouvernements commencent à déplacer leur population en anticipation des impacts du changement climatique. Vous aurez peut-être vu dans la presse, il y a quelques semaines, que le gouvernement indonésien avait décidé de déplacer sa capitale Jakarta de l'île de Java vers l'île de Bornéo. C'est une décision à laquelle le gouvernement indonésien réfléchit depuis facilement une dizaine ou une quinzaine d'années, qui est évidemment très lourde de conséquences. Imaginez que le président Macron annonce demain à la télévision qu'en raison du changement climatique, la capitale de la France serait déplacée demain de Paris à Dijon. Imaginez la stupeur que cela provoquerait. C'est pourtant la décision à laquelle se résout le gouvernement indonésien, parce qu'il sait que d'ici la fin du siècle, Jakarta serait inondée en permanence si elle demeurait la capitale. C'est donc une terre nouvelle que nous devons apprendre à gouverner, une terre que nous n'avons jamais connue, et une terre dont la géographie elle-même va être modifiée. Et il me semble que nous sommes aujourd'hui dans une phase charnière où nous avons un peu dépassé le stade de l'incantation, le stade du moment où tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait sauver la planète ou sauver le climat, pour nous confronter alors des choix, qui seront des choix collectifs extraordinairement importants, sans doute les plus importants qui ont été posés depuis longtemps, et qui seront tout à fait cruciaux. De ces choix dépendront quelque part les conditions de vie des populations les plus vulnérables de la planète. Et ce qui me frappe beaucoup lorsque nous envisageons ces choix, c'est que nous sommes souvent dans une sorte de perspective autocentrée. Et effectivement, face au vertige que peut provoquer la découverte de cette terre nouvelle, nous avons parfois tendance à utiliser d'anciennes cartes ou à avoir tout simplement le vertige. Et donc, nous avons tendance à penser d'abord à nous-mêmes. On se demande comment nous allons faire, comment nous allons nous adapter, comment nous allons nous en sortir. Quels que soient les scénarios qu'on aborde en matière de décision politique, ces scénarios sont trop souvent orientés sur le nous. Quand on parle d'effondrement, et Dieu sait s'il y a pour le moment un appétit du public pour ces scénarios apocalyptiques, on parle de l'effondrement de nos sociétés thermo-industrielles. On parle de ce qui va se passer chez nous et de comment nous allons nous préparer à l'effondrement de nos propres sociétés, en oubliant que cet effondrement il est déjà en cours dans d'autres endroits du monde, ou tout simplement pour le vivant. Lorsque nous allons évoquer les nouvelles technologies, et Dieu sait que certains pensent que la technologie va nous sauver, nous allons penser à la manière dont nous allons nous déplacer demain, nous allons penser à la manière dont nous allons chauffer nos habitations demain, en oubliant qu'en réalité, nous avons déjà largement les outils technologiques à notre disposition, et que ce qui est en jeu, c'est bien davantage la diffusion
de cette technologie, avec le risque que cette nouvelle technologie nous bénéficie avant tout à nous et que nous exportions ailleurs les voitures ou les énergies dont nous ne voulons plus. Ou alors, quand on pense aux autres plutôt qu'à nous, c'est souvent pour leur reprocher d'émettre trop de dioxyde de carbone ou de faire trop d'enfants. Combien de fois n'ai-je entendu en conférence quelqu'un qui me disait « À quoi est-ce que ça sert que nous réduisions nos émissions de gaz à effet de serre si de toute façon l'Inde ou la Chine explosent les leurs? À quoi est-ce que ça sert que nous réduisions nos émissions de gaz à effet de serre s'il y a cette explosion démographique en Afrique et si au Nigeria, les familles ont 10 ou 15 enfants ?» Et donc très souvent, nous allons utiliser les autres pour quelque part nous dédouaner de nos responsabilités. En réalité, si nous voulons réfléchir au changement climatique en termes de solidarité internationale, je pense que nous devons avant tout nous poser la question de notre identité collective. Et cette question, nous devons la poser à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de nous demander avant tout dans quel monde nous voulons vivre. Nous avons aujourd'hui une idée à peu près claire du monde dans lequel nous ne voulons pas vivre. C'est le monde qui est décrit par les rapports du GIEC, c'est le monde qui est décrit dans les œuvres de science-fiction, et malheureusement, les unes et les autres ont tendance à se ressembler de plus en plus. Et donc nous avons une vision assez claire de ce monde dévasté par les impacts du changement climatique, mais nous n'avons pas encore de vision commune du monde vers lequel nous voudrions aller ensemble. Et tant que nous n'avons pas cette vision de ce vers quoi nous voudrions aller, il est difficile de construire un projet politique autour de la lutte contre le changement climatique. C'est pour cela que celle-ci reste encore largement perçue comme une contrainte, et logiquement une contrainte à laquelle nous allons essayer d'échapper, parce que nous savons ce que nous voulons éviter, mais nous n'avons pas encore de vision claire et partagée de ce que nous voulons ensemble. Et là, il y a un grand défi politique d'inventer ensemble le narratif, d'inventer ensemble la route et le chemin qui vont nous mener vers cela. Le deuxième niveau de questionnement que nous devons avoir, je crois, c'est de nous demander quelle est notre place dans ce monde, quelle est notre place sur cette nouvelle terre. Quand on discute des solutions, quand on discute des choix à poser, je suis frappé comme on reste prisonnier d'une logique où chacun devrait faire sa part. On a d'abord cru que si chacun de nous faisait sa part, si chacun de nous allait au travail à vélo ou en transport en commun, si chacun de nous réduisait un peu sa trajet en avion, si chacun de nous mangeait des fruits et légumes de saison, on a d'abord cru que cela suffirait. Et on a cru que le défi, c'était au fond de convaincre chacun de modifier son comportement, que le défi, c'était de convaincre chacun de faire sa part. En réalité, on se rend compte aujourd'hui que même si chacun faisait sa part, cela ne résoudrait que 25 à 40% du problème. Selon les pays, c'est entre 25 et 40% des émissions de gaz à effet de serre qui dépendent des choix individuels que nous posons en tant que consommateurs. Et le grand tournant de cette année 2019, c'est que nous réalisons collectivement que faire notre part en tant que consommateur ne suffit pas et que nous devons nous saisir de cet enjeu, pas seulement comme consommateurs, mais aussi comme citoyens.
et que nous devons nous réapproprier en tant que citoyens les grands choix collectifs, les grandes décisions de politique publique qui vont déterminer la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Mais même à ce niveau-là, si chaque pays industrialisé considère que sa responsabilité c'est de faire sa part, cela ne suffira pas. La part de la France, c'est 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais la responsabilité de la France, elle va bien au-delà de 1%. D'abord, parce que toute une série d'émissions françaises ne sont pas comptabilisées dans ces 1%. L'empreinte carbone des grandes banques françaises, elle représente à peu près 4 fois les émissions qui sont produites sur le territoire français. Total fait partie des 20 compagnies les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre. Le numéro 1 mondial de l'automobile, Renault-Nissan, est une compagnie française. Le numéro 2, la grande distribution, Carrefour, est une multinationale française. Le numéro 1 mondial du ciment, Lafarge, est une multinationale française. Et pourtant, sans cesse, à chaque conférence, j'entends des Françaises et des Français me dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens? Tout ça, c'est la faute des multinationales. » Alors que parmi ces multinationales, qui sont les principales responsables du changement climatique, un très grand nombre sont des multinationales françaises, largement contrôlées par l'État français et par des actionnaires français. Et donc, je suis désolé de le dire un peu brutalement, mais quand on est habitant d'un tout petit pays, si on est habitant de Namibie ou de Tuvalu, alors oui, on peut dire ce n'est pas notre faute, c'est la faute des multinationales, c'est la faute des gouvernements, et ça dépasse notre responsabilité. Mais quand on est française ou quand on est français, on a une très grande responsabilité par rapport à cela, en tant que citoyen. Et donc, si la responsabilité de la France dépasse les 1%, c'est d'abord parce qu'un grand nombre d'émissions françaises sont produites en dehors du territoire français. Et puis c'est aussi parce que la France a évidemment une responsabilité historique dans le problème, et notamment une responsabilité coloniale dans ces émissions. C'est aussi parce que la France, malgré des inégalités très fortes et des foyers de pauvreté qui sont réels, reste dans le concert des pays du monde un pays très riche, qui a largement les moyens d'agir au-delà de son territoire. Et puis c'est surtout parce que la France est une démocratie. Imparfaite, certes, mais une démocratie. C'est-à-dire un endroit où les citoyens ont la possibilité de choisir. Dans énormément de pays du monde, les gens n'auront pas ce choix. Soit parce qu'ils vont avant tout subir, soit parce que c'est un gouvernement non démocratique qui décidera pour eux. Et donc ce qui fait que nous avons collectivement une responsabilité qui dépasse largement 1%, c'est avant tout pour cela, parce que nous avons la possibilité de choisir de quoi notre avenir sera fait. Et donc je crois forcément que tout projet politique de lutte contre le changement climatique doit avant tout être un projet cosmopolitique. Nous discutons encore volontiers de l'international. Nous parlons de solidarité internationale, de coopération internationale, de négociation internationale. Mais la réalité aujourd'hui de l'anthropocène, de cette nouvelle terre, c'est que ça ne se joue plus entre les nations. Nous avons chacun
individuellement une responsabilité par rapport aux autres. Et donc je crois que nous devons apprendre à dépasser quelque part le stade de l'international, de l'entre les nations, pour arriver au stade du global. C'est-à-dire pour développer aussi des mécanismes de solidarité qui dépassent le cadre de l'État et qui se fassent de communauté à communauté, d'individu à individu, d'organisation à organisation. Face à un problème aussi global que le changement climatique, quel sens cela a-t-il encore de raisonner au niveau national? Et je crois que ce que nous dit l'Anthropocène, au-delà de sa signification géologique, si nous nous attardons sur la signification politique de cette nouvelle époque, c'est qu'elle nous fixe un grand impératif. Et cet impératif, c'est celui de penser au-delà de nous-mêmes, de penser au-delà de nos frontières, que ces frontières soient des frontières générationnelles ou des frontières nationales. Penser au-delà de nos frontières, considérer l'autre qui se trouve au-delà de ces frontières comme une partie de nous-mêmes, comme un terrien, au même titre que nous-mêmes. Voilà le grand défi de l'Anthropocène, pour considérer que les seules frontières qui vaillent vraiment au fond ne sont pas les frontières de notre pays ou de notre génération, mais bien les limites planétaires, les limites de la planète, que nous sommes en train de franchir dangereusement avec le changement climatique. Merci.